Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fabrique des RP. Aujourd'hui, j'ai un invité que je connais assez bien. Ce monsieur s'appelle Roger Daracha. Habituellement, ce que je fais, je laisse l'invité se présenter, mais aujourd'hui, j'aimerais bien le présenter moi-même puisque c'était mon ancien patron quand on travaillait chez Hotwire. Donc, Roger, tu as été Managing Director de Hotwire France. Tu l'as été ensuite chez Edelman en Espagne. Tu l'as été chez Edelman en Inde. Tu me dis hein, si je me trompe quelque part. Ensuite, Précisément, oui. tu l'as été ensuite chez Edelman au Brésil. Et puis ensuite, tu es retourné en Inde dans la plus grande agence RP indienne. Et là, tu as cofondé ta propre agence au Portugal. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, oui, en fait, en Accor, je suis actuellement au Portugal, mais mon agence se spécialise en Amérique latine. Donc, je suis cofondateur de Latam Intersect PA. J'ai fondé avec un ex-collègue de Edelman en Brésil. Et l'objectif, principalement, c'est d'attendre les clients internationaux qui veulent se lancer, qui veulent une visibilité et qui veulent une présence en Amérique latine. Très bien. Le sujet du jour, c'est un sujet existentiel pour certaines entreprises qui se demandent comment, créer de l'actualité ou comment communiquer auprès des journalistes quand on n'a pas des annonces produits tous les mois ou toutes les semaines. Comment on peut faire? Et moi, ma question aujourd'hui, ça serait de savoir qui doit apporter ça en premier? Est-ce que c'est l'entreprise qui doit venir armée de certaines actualités ou est-ce que alors l'agence peut aider un petit peu? Mais dans un premier temps, ce que j'aimerais, te poser comme question, Roger, c'est, quelles sont les attentes des clients ou des annonceurs quand ils choisissent une agence de RP? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis de l'agence? Est-ce que c'est commun qu'ils arrivent avec des actualités ou alors ils attendent à ce que l'agence vienne avec ça, avec, du contenu ou est-ce qu'ils peuvent les aider? Quelles sont les attentes d'après toi? Merci Nazim. En fait, ça dépend des clients, ça dépend souvent du pays, d'où vient le client. Mmh. Évidemment, il y a un niveau d'évolution différente par rapport aux États-Unis, par exemple, si vous parlez avec des clients de la Chine ou d'Inde ou de l'Europe. Euh, et c'est vrai que, par exemple, également, ça dépend de l'interlocuteur. Donc, Mmh. si l'interlocuteur, c'est un chef de marketing, si l'interlocuteur est un entrepreneur ou Ouais. également un chef de relations presse. Mmh. Donc, on voit les deux extrêmes. On voit les gens qui veulent effectivement une sorte de publicité, soit disons, gratuite, qui veulent Mmh. simplement répliquer le message, qui veulent voir le produit dans le média. Et ils considèrent que la relation presse représente une manière un peu moins chère que la publicité formelle. Et également, vous avez des gens, l'autre extrême, qui ne veulent pas du tout le message sur le produit, qui veulent se positionner l'entreprise pour l'avenir, pour recruter, pour avoir un fonds éventuellement, pour avoir un rôle et une voix dans la régulation du secteur, par exemple, pour Mmh. maintenir la réputation de l'agence, pour Mmh. également attirer les investisseurs. Donc, on a les deux pôles, mais avec un conseil, avec beaucoup de patience, on travaille avec les deux sortes. J'en rigole un petit peu parce que quand tu as dit, il y a des clients qui cherchent à avoir de la publicité gratuite. Ça me rappelle un ancien client, quand j'étais chez Hotwire, il il m'avait demandé clairement: «Est-ce que le journaliste peut mettre mon numéro de téléphone et mon adresse mail en bas de l'article? Comme ça, si jamais il y a des prospects, ils peuvent, me contacter». C'est malheureusement, c'est l'image exactement de ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un différentiel d'éducation et de maturité en Mais termes de relation presse. oui, absolument. Mais Nazim, ça, c'était il y a 20 ans. On est Ouais, vieux, on est vieux. ouais, Maintenant, on a LinkedIn, donc il y a une réponse. c'est vrai. Absolument, vous pouvez partager l'article et utiliser comme arme, comme actif Mmh, pour attirer les clients. Absolument. Et ouais, dans le message LinkedIn, vous pouvez mettre vos contacts aussi. mmh, Absolument. Donc, on a avancé aussi dans cet égard. ouais, Il y a des clients qui veulent
qui veut le site web cité dans un article jusqu'au URL, jusqu'à l'adresse Oui. directe, que ça soit une link active. En fait, je comprends. Et ça, on travaille avec ça. En fait, c'est toujours un échange avec les médias. Et parfois, il intègre, parfois pas. Ouais. Mais je ne discorde pas la requête, je comprends la requête. Et parfois, c'est réfléchissant que les clients ils ont des objectifs tellement clairs. Donc, on essaie de... Ça nous aide aussi. On a eu également à pas mal de reprises cette question-là. Est-ce que le journaliste peut mettre un lien vers notre site web? Et malheureusement, en France, c'est un non catégorique parce que on a eu déjà la mauvaise expérience où le client n'est pas passé par nous, mais il a demandé directement, il a envoyé un mail au journaliste en lui disant: «Est-ce que vous pouvez mettre un lien?» Et le journaliste nous envoie ensuite nous transfère la demande en nous disant: «Mais c'est quoi ces clients que vous avez? C'est quoi cette demande?» Ils n'ont qu'à prendre de la pub. C'est extrêmement mal vu en France et ce que je comprends Oui. complètement. Oui. Mais également, il y a surtout quand vous parlez avec les commerciaux, il y a Mmh. des arguments qu'eux vont comprendre. Mmh. L'incorporation de sites web, typiquement, c'est une Ouais. prestation Mmh. payante. Donc, Ouais. pourquoi ils vont donner gratuit? Un commercial comprendra aussi cet argument. Que Ouais. si vous avez un service que typiquement vous facturez, c'est quoi la motivation, c'est quoi Mmh. l'incentive de le donner gratuit? Donc, il y a des arguments. On travaille dans le secteur des paris, par exemple, Mmh. pour le pari pour les jeux. D'accord. Pour les jeux sportifs, par Mmh mh. exemple. Et donc, c'est intéressant le secteur parce que moi, j'adore le foot. Ouais. Et c'est un client qui se lance au Brésil. Et donc, on fait des entretiens avec les joueurs de foot, on fait des pronostics sur le match et les revues, on fait des statistiques un peu anormales pour générer le contenu. Mmh. Et c'est vrai que si vous pouvez gérer un tel contenu, on a Jairzinho, on travaille avec Jairzinho, OK. lui a gagné la Coupe du Monde en 70. Ouais. Donc, à la base, si vous voulez une exclusivité avec Jairzinho, oui, vous devrez, au moins, on vous demande d'incorporer le Mmh. lien. Donc, ça ne marche pas toujours, mais au moins, il faut avoir un peu d'empathie, il faut faire en fait un peu de valeur pour tout le monde. Ça, c'est Ouais. notre... Ouais. Et donc revenons à cette question existentielle, mon cher Rodrigue. L'œuf ou la poule? Est-ce que, c'est au client, à l'annonceur d'arriver avec cette fameuse actualité ou alors est-ce que c'est l'agence qui peut aider à créer cette actualité? En fait, il y a pas beaucoup de monde, mais c'est possible. Il y a pas beaucoup de monde qui mange un œuf cru, non? Un œuf cru. Donc, et c'est possible Il y parce en qu'il y a. a beaucoup de Il y a protéines. Rambo, Sylvester Oui, Stallone oui, dans d'accord. Donc, ça, oui, sur prescription médicale, vous pouvez. Donc, ça veut dire qu'il faut cuisiner un peu, non? mmh, Et moi, je ne rejette pas le contenu des clients, même si le contenu est très commercial, parce d'accord, que vous pouvez le transformer en omelette, vous pouvez le transformer en beaucoup de choses. Et ouais. avec, c'est toujours un œuf, non? Mmh mh. Donc, Exactement. en fait, c'est une bonne question parce que je pense que, surtout avec mon expérience avec de grandes agences qui travaillent typiquement très à distance des clients, le client principal, c'est dans un autre pays. Donc, quand le contenu arrive chez eux, donc il n'y a pas beaucoup de pertinence au marché local. On Ouais. comprend ça. Mais en fait, l'agence doit faire deux choses. Ils doivent rendre comestible le Mmh. contenu. Donc, Ouais. bon, c'est pas un œuf cru, oui, peut-être il y a des fanatiques qui vont le manger. Et donc, ça, c'est la métaphore avec le press trade. Parfois, le press Ouais. trade prend l'œuf cru. Mais en fait, c'est très bien, mais il ne faut pas se confondre. Mmh. Et l'avantage de généraliser un peu, de construire une histoire un peu plus grande, Mmh. c'est que typiquement, la presse, les médias plus généralisés sont plus lus. Donc, le monde est plus lu que une presse trade dans un secteur particulier. Ça, c'est la Ouais. vérité, la Mmh circulation des mh. mails, également la réputation. Ouais. En fait, en adaptant, il y a des bénéfices aussi. Mmh mh. Moi, et avec notre agence, un pilier, c'est cette idée de la proactivité.
dans le sens que il faut adapter le contenu du client sans le dénigrer. Il faut l'adapter, il faut le rendre pertinent. Il Ouais. faut l'ajouter un élément de l'actualité. Et cet élément ne vient pas typiquement du client. L'élément de l'actualité vient de la tendance, de ce qui parle, les médias localement, chaque pays, comment vous pouvez le connecter. Et on va parler peut-être de ça plus tard. Mais cette idée de cuisiner un peu, en fait, on ne va pas servir cru. Ouais. Et également, quand il n'y a pas d'actualité, parce qu'en en fait, une boîte fabrique les produits pour vendre. Ouais. Il ne fabrique pas l'actualité. Ce n'est pas le matière grise d'une compagnie, d'un client. Il ne fabrique pas l'actualité. On ne peut pas compter. Ce n'est pas le métier. C'est vrai. En fait, nous, autant d'agences, doivent créer l'actualité. En fait, ça peut être une actualité saisonnière, ça peut être une actualité par rapport au secteur ou l'industrie, mais c'est à nous à créer opportunités. Et on a vu qu'à l'extrême, qu'avec l'émergence de social media, il y a des gens qui le font très, très, très bien, qui se mettent littéralement dans toutes les conversations pertinentes. Et on voit avec toutes les tendances de MeToo jusqu'à l'environnement, il y a toujours la même tête qui parle, non? Ouais, Mais ouais. il y a toujours quelque chose à apprendre. Et c'est une forme d'activisme. Mais moi et nous, on pense qu'il y a beaucoup à apprendre de l'activisme. L'activisme s'agit de la pertinence. Ouais. En fait, la majorité de l'activisme s'agit de s'accrocher à une actualité ou une tendance afin de passer le message. Et ensuite, c'est ça ce qu'on fait. C'est une forme d'activisme coopératif. Si. Il y a très souvent derrière la présence de ces porte-paroles, il y a très souvent une actualité à vendre derrière un livre, Oui, une campagne, des choses comme ça. Il faut regarder aussi absolument. Vous un petit peu pouvez derrière. déguiser un peu parce que en fait, ce qui m'attire beaucoup de la profession, et on en a parlé, c'est que vous êtes l'intermédiaire. Vous êtes l'intermédiaire. Vous contrôlez ni le média ni le client. Mais Ouais, vous pouvez créer beaucoup de valeur pour les deux. Mais bien il faut sûr. comprendre ce rôle d'intermédiaire. Il faut reconnaître que les deux ont des objectifs différents. Et en partie, c'est pour ça qu'on s'appelle Intersect, parce qu'on essaie de trouver l'intersection. Ouais. Qu'est-ce que veut le média? Le média veut typiquement le contenu un peu exclusif, intéressant, il veut avoir une grande circulation, il veut avoir beaucoup de participation de lecteurs, il veut tout ça, non? Ouais, ouais. Qu'est-ce que veut le client? Oui, publicité moins chère. Donc, au moins, on comprend ça. Donc, en fait, il y a une manière de trouver l'intersection. Absolument. Ouais. Il y a toujours une différenciation extrêmement importante entre, très souvent, selon la maturité du client ou pas, ils arrivent en espérant avoir de cette publicité gratuite. Après, c'est à nous ensuite de les éduquer en disant, vous n'allez pas avoir votre société en tête de gondole affichée dans un média, mais il va falloir travailler un petit peu. Il y a du travail, il y a ce Absolument. Mais pré-message. également, il y a beaucoup de données sur ça aussi, parce que même si vous arrivez éditorialement à avoir une bonne fiche, le moment que les gens, le public, il ne faut pas le duper, le moment que le public sent un sens un élément de marketing, un élément de publicité, il y a beaucoup moins d'attention. Ouais. Et ça, c'est la vérité. Donc, la nature humaine n'est pas compliquée. Il veut pas, en fait, il veut pas que vous passiez un message. Ça les intéresse pas, en fait. Donc, il Exactement. faut le déguiser. Il faut le déguiser en actualité, en contenu intéressant et pertinent. Ouais. Et surtout, ce qu'on trouve, et ça marche particulièrement bien en Amérique latine, il faut comprendre le protagonisme de tout ça. C'est quoi le sujet préféré des lecteurs en ce moment, depuis 10 ans, 15 ans? En Amérique latine ou en général? En général, c'est quoi le sujet de prédilection de tout le monde quand il Ben parle? là, on voit quelques sujets sur l'environnement, on voit quelques sujets sur... Mais si tu enlèves toutes les couches, c'est qui le protagoniste dans tout ça? je dirais
Ben, je dirais le capitalisme. Bon, moi, je dirais que c'est l'individu. On est Ouais. dans un monde narcissiste. Je Ben, dis pas que c'est quand tu mauvais. lèves quelques couches du capitalisme, tu reviens à Oui, oui. En fait, il s'agit de se vanter. Mm. Et vous pouvez vous vanter sincèrement ou pas. Je Ouais. questionne pas. C'est pas Mm. mon champ d'intérêt ou d'expertise. Ouais. Mais en fait, vous voyez que pas loin de tout ça, c'est l'individu. Mm, mm, mm. Et donc, en fait, on voit, par exemple, qu'on a ces nouvelles formes de qualification quand les gens parlent, ils disent que Mm. comme un homme, comme un Français, Ouais. comme une femme, comme une Mm. profession, comme si c'était une forme de qualification. Mm. Comme ça veut dire que, en fait, mon opinion compte un peu plus parce que je suis comme un Britannique, je pense. Ouais. Mais en fait, c'est également en même temps, à part du fait que c'est une disqualification de gens qui ne viennent pas de cette catégorie, que je trouve alarmant, ça révèle qu'à la base, le protagoniste de tout ça et le sujet préféré en ce moment, c'est le gens. Le gens veut se mettre Ouais. au centre de tout ça, à l'estrade. Ouais. Et ensuite, si vous comprenez ça, c'est facile à travailler. Parce que Mm. quand vous générez le contenu, il faut mettre les gens au Au centre. centre. Les gens doivent Mm. avoir le protagonisme. Et les journalistes comprennent ça, parce que si vous pouvez Mm. faire en sorte que votre contenu est relatif et pertinent à l'audience, au lecteur de Mm. telle publication, vous avez beaucoup plus de chances à réussir. Ouais. En fait, c'est un peu à l'envers, parce qu'il y a 20 ans, quand on a commencé, le protagonisme était avec les marques, parce que la marque pouvait tout contrôler. Les Mm. médias, presque tout, parce que c'était impossible à répliquer les médias. Vous ne pouvez pas Ouais. improviser. Mm. En fait, il y avait autant de coûts, autant de complexité à Mm. émettre, de publier, que Mm. en fait, il y avait une sorte de contrôle implicite. Mais Ouais. maintenant, tout le monde peut publier. Donc, Mm. les marques, ils ont perdu ce protagonisme, Mm. ce contrôle. Ouais. Et ça allait sur les individus. Donc, dès que les marques comprennent ça, ça devient très facile. Il y a un livre que, alors je ne me rappelle plus le nom du livre, j'essaierai de le mettre en description, mais c'est Seth Godin qui, dans un des livres de Seth Godin, où il parlait de cette notion de worldview qui est extrêmement importante, elle doit être au centre, parce Oui, que en fin de compte, quelqu'un qui achète une BMW ou une Mercedes ou une Ferrari, c'est parce qu'il a, il n'achète pas que cette marque-là, mais il achète une vision du monde où il se dit, je veux vivre comme ça, je dois avoir ces valeurs, je dois avoir oui. cette vision du monde, etc. Il faut partir de ce point de vue du monde pour pouvoir essayer de dresser un petit peu une cartographie de ce qu'il pourrait aimer ou pas. Oui, absolument. Et la voiture, c'est intéressant parce que la voiture, c'est très visible, c'est très tangible. Hmm. Donc, Exactement. les gens n'achètent pas une voiture discrètement. Ouais. Donc, c'est un bon exemple. Ouais. Ensuite, en fait, la voiture présente beaucoup de leçons pour la relation presse. Hmm. En Europe, vous achetez une voiture tous les 12 ans. Wow. OK? La majorité des gens achètent une voiture deuxième main, à l'occasion. Ils n'achètent Hmm. pas neuf. Ça, c'est Exact. l'exception. Ouais. Donc, la majorité des gens ne sont pas des experts, ils ne sont pas Hmm. des mécaniques. Et donc, il y a 1% qui sont des passionnés. Le Hmm. reste, ils achètent tous les 12 ans, Une commodité. typiquement à l'occasion, Hmm. à commodité, mais ils parlent que 2 fois de la voiture, typiquement. Quand ils achètent et quand ça tombe en panne. Et Hmm. ça, c'est la vérité, Nazim. La majorité des gens sont Hmm. fous de la voiture. C'est une Exact. manière, et comme vous dites, typiquement, c'est un symbole aussi, mais en fait, ils sont et cette Hmm. idée de marque de voiture, en parlant de la marque, du moteur et tout ça, Hmm. comme axe de communication, c'est Ouais. incohérent. Parce que vous allez prier que les gens avec lesquels vous allez parler, ils Hmm. sont dans le cycle de 12 ans. Donc, en fait, ils cherchent entre 1 mois et 2 mois pour une voiture, tous les 12 ans.
Donc, c'est proportionnellement, fou. statistiquement, ça n'a aucun sens de parler que de la voiture. Ouais. Parce qu'il y a autant d'évidence qui suggèrent que dans les 11 ans et 9 ou 10 mois suivants, ils ne vont jamais parler de la voiture, sauf si ça tombe en panne. Exact. Bon, peut-être après, ça peut changer avec la nouvelle tendance de nouvelles formes d'acquisition de voitures qui ne sont plus des acquisitions, mais plus des locations, des LND, C'est locations longue durée, et des gens qui... oui, absolument. il y a des cycles de 3 à 4 ans maintenant. Absolument. Là, c'est... Nazim, c'est toujours le même enjeu. En fait, au lieu de 2 ans, c'est 3 ans. Ouais. Mais comme forme de communication principale, comme axe, ça n'a aucun sens de parler que de la voiture. C'est clair. En fait, il faut une communication de la voiture pour les enthousiastes, pour les gens qui vont recommander et tout ça, absolument. Mais pour le public en général, non. Et c'est intéressant parce que dans un sens, il y a des disciplines qui ont bien reconnu ça. Qui parrain c'est Conforama, non? Qui parrain le foot en France? Oui, il me semble. C'était C'est Conforama. Ouais. Mais c'était Barclays. C'est Santander en Espagne, par exemple. Ouais. Non. C'est rien à voir avec le bricolage, non? En fait, on peut essayer, mais non. Non. Non, non. Maintenant, c'est Uber Eats, je crois. C'est Uber Eats. Ouais. D'accord, mais je ne pense pas que les joueurs de foot se penchent beaucoup sur le takeaway, je ne pense pas. Mais ils ont compris dans le sport et dans le placement de produits de marque que ce n'est pas autant. Heineken, combien d'années ils ont parrainé le Champions League? Des champions, là. Mais c'est complètement incohérent par rapport au sport, l'alcool. Maintenant, ça devient Heineken 0% alcool. Mais ils ont bien compris, et ça c'est la base de notre agence aussi, ils ont bien compris que l'audience est là. Vous avez un stade. Donc, le démographique, les intérêts privés de l'audience correspondent à l'intérêt et la proposition de la marque. Mais pas le produit forcément. Et ça, c'est intéressant, c'est très intéressant parce que vous avez une tendance sur le parrainage de sport qui montre que les marques, ils ont compris qu'il faut s'associer, il faut être dans le salle, dans la chambre, il faut être dans la conversation. Et la conversation, il ne s'agit pas forcément du produit. Quand on va... et c'est intéressant, j'étais en train de parler avec le chef d'une grande agence américaine, cotée en bourse. Et on a parlé de cette idée de l'audience, l'importance de s'associer. Et elle me dit, oui, mais je ne comprends pas. Comment vous allez intégrer le produit dans cette conversation? Et je dis, non, il n'y a pas de problème, on va intégrer discrètement. Et je dis, mais oui, mais je ne comprends pas. En fait, le marque nous paye pour promouvoir le produit, donc c'est pour... Donc, j'ai dit, vous connaissez le Staples Arena en San Francisco? Oui, qu'est-ce que c'est Staples? Ah oui, c'est la fourniture de bio. Oui, d'accord. Donc, en fait, on a du mal à associer un trombone comme Super Bowl, non? Oh non, peut-être j'ai... Mais en fait, vous comprenez, en fait, c'était un bon exemple de cette idée que Staples a bien compris. Avant, c'était Oracle, je crois. Pardon? Avant ça, je crois que c'était Oracle Arena. Peut-être. En fait, cette association est très importante. Et physiquement, c'est un bon exemple parce que physiquement, dans le stade, la ligue est parrainée par Uber Eats ou Conforama. En fait, on ne va pas essayer d'intégrer le produit direct. Non, c'est l'association. C'est le fait d'être dans la même chambre, de se parler. Et cette association, c'est basé sur l'audience. Donc, et c'est intéressant. En Espagne, c'est une banque, c'est Santander. En France, c'était Conforama, maintenant c'est Uber Eats. Donc, en fait, on est un peu... En fait, le produit n'est pas primordial. En fait, ce qui est essentiel, c'est l'association. Notre audience, ça le plaît Santander, ça le plaît le foot. Donc, si je suis une banque avec cette audience, cette démographique, je dois m'associer. Mais quand vous... En fait, ça, c'est un argument que je pense que je ne sais pas si je suis arrivé à convaincre mon interlocutrice, mais vous avez l'autre tendance qui est très difficile pour nous, c'est la tendance de performance marketing.
Dans une tendance, vous avez les boîtes qui parrainent surtout le sport, mais les autres événements pour s'associer. Et donc, cet argument de s'associer avec une marque et discrètement de référencer le produit, c'est bien compris. Mais l'autre sens, performance marketing, ça tue la relation presse. Parce que le performance marketing, c'est le contraire. C'est l'idée, utilisant la statistique et l'algorithme, c'est de bombarder les gens avec ton message, Ouais. ne l'écoute pas, parce qu'à la base, tu t'en fous. Si les gens te rejettent, tu bombardes plus de gens. Clair. Donc, statistiquement, si 1% répondent, il faut juste croître ce 1% en voyant à plus de gens. Et performance marketing, surtout en social media, c'est vraiment dénigrer notre profession. Je trouve que c'est l'opposé, parce que ça ne coûte pas. Ouais. En fait, c'est une manière envahissante de parler. En fait, vous parlez au début, tu parlais au début, Nazim, de type d'attente des clients. Ouais. Si un client vient de performance marketing, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile à expliquer la logique d'une relation par rapport à la relation presse. C'est vrai que ce sont deux mondes extrêmement différents. La raison pour laquelle je voulais t'inviter, Roger, déjà, félicitations pour ton récent award du Best PR Professional en Amérique latine. Donc, félicitations. Ça, très sincèrement, c'est extrêmement mérité, puisque tu es une personne extrêmement brillante. Tu as été, depuis le début de l'aventure Fabrique auprès de moi, donc tu as été mon mentor, tu continues à l'être. J'ai énormément appris de toi, et il y a quelque chose euh, que tu as créé, je pense que c'était en 2017-2018, c'était vers ces années-là où tu as commencé à m'en parler d'un nouveau concept que tu avais créé pour aider ces entreprises-là à trouver cette actualité et leur donner une raison ou une expertise sur un secteur, et leur donner une manière de trouver cette intersection pour prendre la parole, etc. Et je me rappelle, à l'époque, tu l'avais nommé le Strategic Narrative. Est-ce que tu peux nous le présenter? Absolument. Merci. En fait, la semelle de tout ça, c'était Ottawa, en France. Parce que c'est intéressant, cette expérience que peut-être vous n'êtes pas français, je ne suis pas français. Et au début, c'était difficile à pénétrer. Parce qu'on a bien compris, on a appris beaucoup sur la France et les Français. Mais il y a une particularité française, en fait, qui faisait que les marques américaines étaient difficiles à les pitcher, à les parler avec la Elle est presse. placée. Parce que même si vous pouvez les adapter pour la Grande-Bretagne, c'était un peu plus facile. Typiquement, ils avaient plus de repères. En France, de galésiser ou de le franciser, c'était difficile. Sans les éléments locaux, mais typiquement, on n'avait pas de référence client, on n'avait pas de chiffre local. Et donc, on a compris comment le faire. On s'est improvisé, mais de donner un contexte. Et donc, quand on avait un client américain, on essaie de le présenter avec un contexte français. Toujours, et on l'improvisait. On a utilisé les moments importants en France, on a utilisé les dates, les saisons, on a utilisé les autres repères pour positionner le client afin d'ouvrir la porte, afin de solliciter l'intérêt des journalistes et ensuite communiquer le message. Nous, on avait fait intuitivement. Et le strategic narrative, c'était une tentative de formaliser ce processus, de le documenter, de le codifier, de le faire comme une pièce de bataille de l'agence. Ça veut dire qu'au lieu d'être un problème, une problématique, un défi, le fait qu'une marque étrangère vienne en France peut être un avantage pour nous, parce que nous, on sait comment l'adapter, comment galiciser, comment francisiser la marque.
Et les éléments d'une stratégie narrative sont la construction d'une histoire pertinente à l'audience locale, qui sert comme pont pour connecter la marque à la média, mais également pour être aux influenceurs, aux social media locales. Ouais. En fait, au lieu de s'improviser chaque fois, l'idée d'une stratégie narrative, c'est d'avoir une seule histoire qu'on répète pour 2 ans, 3 ans, qui sert comme pont systématiquement. Et ça sert à 2 choses. Principalement, quand vous avez le contenu qui n'a rien à voir avec la France, par exemple, en intégrant et en référençant cette narrative, ça va sembler un peu plus français, un peu plus gallique. En fait, d'utiliser l'exemple culinaire, en fait, on va utiliser des herbes et on va mettre des sauces françaises sur la cuisine, ce cas qui était un peu plus anglo-saxon. En le transformant, et la cuisine ne change pas, mais on peut le rendre un peu plus gallique. Et au lieu de l'improviser et de le changer chaque fois, compter sur l'improvisation et la spontanéité de l'account executive chaque fois, nous, on va codifier et donner l'account executive cette couche et pour galliciser un peu la marque. Ça, c'était le premier. Mais ensuite, cette couche sert également pour connecter la marque a beaucoup plus de choses qu'aurait pertinent sans le narratif. En fait, vous avez un produit informatique, par exemple, on le galicisant, on le francisant comme le narratif, ça rend le contenu un peu plus pertinent, mais le narratif sert à connecter ce produit à ce qui se passe en France. Et ce n'est pas le produit qui se connecte, c'est le narratif. Et en fait, on a développé, on a codifié, et j'ai expérimenté en Inde, et également en Inde, c'est le même problème. Toutes les boîtes étrangères, ils n'avaient pas toujours de pertinence en Inde, et ils avaient plus une aspiration. Donc, un narratif sert. Et maintenant, en Amérique latine, c'est parfait. Ça, je vous donne des exemples, mais quand vous combinez un narratif comme cet élément de proactivité, de chercher les accroches et l'actualité, c'est phénoménal parce que le champ de bataille est 100 fois plus grand. Au lieu de se limiter au secteur de prédilection de client, vous pouvez aller plus loin dans une manière cohérente parce qu'au lieu de s'improviser, vous avez une narrative. Donc, si vous avez ce pont, c'est déjà construit. Ce qui est intéressant, pardon de te couper, ce qui est intéressant, c'est que cette méthode, elle fonctionne donc sur des entreprises américaines qui viennent en Europe, donc en Occident, mais elle peut aussi traverser les frontières pour aller toucher des cultures qui sont complètement à l'opposé, donc en Inde. En Inde, où il y a, dans le même pays, c'est un continent à part entière. Quand je dis continent, non pas par la taille, mais aussi par la différence des communautés, etc., la différence de langue, la différence de point de vue, de ce fameux point de vue. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça traverse les frontières même. Oui, parce que c'est basé sur l'empathie. En fait, le point de départ, c'est l'audience. Et donc, en fait, le défi, parfois, c'est d'expliquer aux clients que le point de départ n'est pas le produit. Ne vous inquiétez pas, on va vendre le produit, il n'y a pas de problème. Mais le point de départ, c'est une ruse. Parce qu'on peut tricher l'interlocuteur, le journaliste, qu'il pense qu'il s'agit de la France dans ce cas. Et je vous donne des exemples. On a une boîte Emphasis, on travaille pour Emphasis, une boîte informatique indienne, et au Mexique. Et donc, le programme s'agit de employer branding. Eux, ils veulent recruter. Mais c'est difficile parce que, en fait, le fait que ça soit indien n'est pas super prestigieux. Ils ne sont pas super prestigieux. Le travail, c'est pas rudimentaire, mais c'est un travail de codification, c'est un travail d'attendre le client, il faut rigueur. Mais on va pas travailler, pas encore travailler avec l'intelligence artificielle, par exemple, le Web 3, donc on n'est pas là, c'est plus rudimentaire. Donc, c'est un défi.
Donc, le narratif qu'on a développé pour eux, et ça fait 2 ans qu'on travaille, c'est le touche humaine, le toque humano, la touche humaine. Et en fait, on avait une hypothèse. L'hypothèse était que les jeunes, ils ont peur de l'automatisation, surtout professionnellement. Ils ont peur de perdre toute autonomie. Ils ont peur d'être soumis et subordonnés à l'algorithme. C'était notre intuition et on pensait que. Donc, on a interviewé 500 étudiants au Mexique et en fait, on a prouvé que oui, ils ont peur parce qu'ils veulent être créatifs, ils veulent être autonomes. Ouais. Et en même temps, dans le secteur informatique, ils ont plus peur. Donc, par rapport aux autres secteurs financiers, retail, autres secteurs, l'informatique a généré le plus de peur, le plus d'anxiété, le plus de préoccupation. Okay. Donc, le toque humano, c'est une histoire de la réponse de Emphasis. Et Emphasis, le positionnement d'Emphasis, c'est que nous, on pense que le grand différenciateur, surtout dans la commoditisation de la technologie, c'est le touche humaine. Parce que c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence avec l'expérience des clients. C'est ça qui fait la différence pour aller plus loin, pour développer le produit, d'avoir une touche d'inspiration. C'est le touche humaine. Ouais. En fait, on va valoriser le touche humaine, on ne va pas le subordonner. Et donc, quand on génère le contenu, les études de cas, les exemples, le client, le référence client, on met toujours en valeur le touche humaine, l'élément humain qui fait partie du projet. Et ce toque humano, en fait, ça dure déjà 2 ans. Donc, ça nous sert pour, évidemment, mexicaniser le contenu, parce qu'on peut toujours mettre en valeur le touche humaine. Mais également, ça nous sert pour connecter. On connecte quand il y a des études sur les nouvelles aptitudes, les nouvelles qualifications que les gens ont besoin, les tendances de l'emploi, le travail à distance, toutes les tendances au Mexique, nous, on peut connecter. Pas directement avec l'informatique, mais si avec cette touche humaine. Ouais. Donc, et avec les chiffres derrière, parce que on peut tourner les chiffres, en fait. On peut avoir comparer les âges, on peut comparer les gens, on peut comparer l'endroit d'où vient. Et, en fait, c'est une source de... Ouais. Et on est nominé cette année pour un Sabre avec cette campagne. Et que c'était... En fait, on avait un client très ouvert à cette époque. J'ai travaillé avec ce client en Inde aussi. Et je vois qu'au Mexique, parce que le client n'était pas son terrain de prédilection d'habitude, il nous a donné beaucoup plus de flexibilité. Ouais. Et le touche humaine marche. Donc, mais ce n'est pas une Bien marque, sûr. c'est une histoire. Donc, en fait, Oui. l'idéal, c'est que les autres utilisent le terme pour que ça devienne un peu... Et en plus, Et on a beaucoup c'est pas d'exemples. fabriqué, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Non. Là, c'est factuel, c'est selon des chiffres. Oui, en fait, on dit C'est une toujours, étude. Nazim, qu'on ne confectionne pas le narratif, on le Ouais. trouve. On Bien le sûr. trouve, ils sont là. On travaille, par exemple, avec plusieurs boîtes de gaming, de jeux. Ouais. Et pour une game, on a un portail qui vend les tokens pour accéder aux jeux, parce que parfois, les gens, ils n'ont pas de compte bancaire, donc il y a manière de jouer. Et l'histoire, c'est... En fait, c'est un peu provocatif, mais l'histoire, c'est tout ce que j'ai appris au jeu. Et donc, c'était l'idée de contredire cette présomption que les gamers sont isolés, sont séparés du monde. Il y a une sorte de vie souterraine. En fait, la vérité, c'est le contraire. Il y a toutes sortes de gamers, de joueurs. Bien sûr. Et en fait, avec la collaboration, avec la logique, avec l'anglais, avec l'espagnol aussi, il y a des gens qui apprennent la langue en jouant et qui font les amitiés. Et nos clients, c'est un ex-professeur. Donc, il a bien adoré. Et ça marche un canon, en fait. Il y a beaucoup d'études sur même ergonomique et la réaction et la coordination. En fait, c'est pas super sérieux. En fait, c'est pas scientifique. Mais c'est un peu provocateur. Et en fait, également, quand il y a des tendances, quand on parle des aptitudes, quand on parle des enfants, on peut toujours se connecter, pas directement avec les jeux,
Mais Ouais. si avec cette idée de tout ce que j'ai appris Mmh. en jouant, Mmh. et ça marche en social media, ça marche avec les influenceurs parce Bien qu'eux, sûr. ils peuvent faire les 10 choses que j'ai appris. Ouais. Parce que, par exemple, il a dit il a appris à comment négocier. Parce qu'avec parfois, il faut prioriser, il faut négocier, il faut Ouais. déléguer aussi. Donc, Ouais. en fait, on fait que ça. Avec, même le B2B, on Mmh. fait que ça. Parce que le grand avantage d'Amérique latine, c'est que la majorité des clients, ils ont pas la connaissance, ils savent pas. Ils connaissent pas Et trop c'est un le grand, marché, ouais. ouais, donc ça nous donne beaucoup plus de flexibilité. Mmh. Euh, et ce que veut, eux, sont les résultats. Donc, Mmh mh. le narratif gênait. En fait, vous pouvez dire, ah oui, mais vous avez des opportunités qui sont impertinentes. Oui, c'est vrai. Mais au lieu de 10 opportunités par mois, vous en avez 100. Donc, vous pouvez choisir. Ouais. Mais Et je reviens à l'activisme, Nazim. En fait, vous êtes d'accord ou pas avec une telle campagne, mais l'activisme, j'ai appris beaucoup sur l'activisme. mmh. Comment eux, ils se positionnent, comment ils se penchent sur Bien sûr, bien sûr, l'actualité. bien sûr. Et la disponibilité, leur disponibilité, parce que ils ont une vie à côté. Ils ont une vie à côté, ils ont un travail à côté, mais à chaque fois, ils se rendent Oui, oui. disponibles et c'est Oui. là, c'est une des pénibilités qu'on a aussi avec des clients. Parfois, on a des clients qui souhaitent communiquer sur des sujets et on leur explique qu'il nous faut de la disponibilité des porte-paroles. Là, par exemple, exemple concret, là, aujourd'hui, on enregistre cet épisode, on est le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Oui. Pour un client que je nommerai pas, ça sert à rien de le nommer, on avait une demande d'une télé d'avoir un porte-parole pour commenter ce jour une annonce, une actualité qu'on a eue ces jours-ci, qu'on avait justement diffusée en perspective du 8 mars. Il n'y a pas de porte-parole. Et, Ouais. et c'est un combat qu'on mène au quotidien. Je suis sûr et certain que tu as la même problématique. Oui, Toutes les oui, agences ont la même oui. problématique. Il faut éduquer nos clients pour qu'ils aient cette disponibilité pour parler avec les médias. Absolument. Oui, Nazim, comme vous faites, bien sûr, mais vous devrez rendre facile, en fait. Une barrière qu'on peut enlever avec cette technique de narrative, c'est que c'est très rodé, en fait. Ouais. Ouais, C'est comme un activiste, on veut quel que soit l'événement, c'est toujours la faute de société patriarcale, par exemple. ouais. Quel que soit. Donc, Manchester United perd 7-1 contre Liverpool. Oui, mais moi, je pense que c'est la faute de la société patriarcale. On n'en a pas D'accord, encore mais parlé de ce match, Roger. non, non. Mais vous voyez, tu vois que j'ai appris, en fait, c'est le même message. En fait, quand les porte-parole sont plus à l'aise, Mm, Tokyo Humano, c'est un exemple. Ils sont très rodés avec les données maintenant. Ils peuvent même ajouter leur expérience personnelle. mm, mm. Et donc, ça le rend plus facile. Également, nous, on peut préparer le contenu. Mm. Pas que le speaking points, mais Ouais. également. Mais c'est vrai, à la base, on compte beaucoup sur la disponibilité. Mm, Il y a des gens donc qui sont pas, c'est pas leur activité préférée, sont pas à l'aise, et ça fait partie mm. du travail. Mais en fait, on a ce problème. L'autre problème, on a un autre défi, et qui est particulier, c'est un peu particulier au secteur de la relation presse, c'est cette Mm. idée que tout le monde va se mettre dans la cuisine. Ouais. Donc, Mm. juste parce que vous avez mangé crème brûlée, ça ne veut pas dire que vous savez comment cuisiner une crème brûlée, non? C'est clair. Mais en fait, c'est que ça, en fait. C'est que la relation presse que les gens veulent se mêler. Mm, Et il faut défendre également. En fait, nous, on a deux manières de travailler. On a la manière ouverte et on a la manière plus discrète, plus mhm. discrète. Avec un narratif, parfois, j'ai des clients très Mm. collaborateurs qui veulent faire partie du processus de développer un narratif, Ouais. ils comprennent que ça doit être focalisé sur l'audience et tout ça. Mais d'autres clients, ils veulent que le résultat. Donc, c'est mieux de ne pas mêler trop dans la théorie parce que vous allez Ouais. gâcher beaucoup, beaucoup de temps. Bien sûr. Ouais. Donc, ça j'ai appris parce que Mm. tout le monde n'est pas si passionné que nous.
Ouais, ouais. comme nous. Et en fait, parfois, sans être impoli, il faut dire, mais en fait, et comment je peux c'est un peu impertinent aussi. En fait, quand vous travaillez avec un expert de marketing, un expert de la publicité, vous allez pas vous improviser, non? Vous Non, allez avoir un niveau de confiance dans le ouais, métier. bien Et sûr. maintenant, moi, ça fait 30 ans que j'ai fait ça. 30 ans. Ouais. Donc, la majorité de mes clients sont plus jeunes que moi. Donc, c'est bien. Mmh. Parce que ça me donne un peu de, non? Un peu de Une marge, une petite crédibilité marge. aussi. Il y a aussi un autre avantage, à ce strategic narrative, c'est, là, par exemple, vous avez développé cette idée, pour Infosys, sur, l'aspect touche humaine, donc ça a été une campagne et cetera. C'est une campagne qui peut être réutilisée sur d'autres sujets quand l'actualité ressort. Je pense Oui, notamment à ChatGPT où, oui, j'entends ici et là, cette, cette stupide, idée que ChatGPT va remplacer des gens, oui, oui, alors qu'ils ont plus de chances, d'être remplacés par quelqu'un qui utilise ChatGPT, au lieu que ça soit ChatGPT lui-même qui nous remplace. Parce qu'aujourd'hui, cette automatisation ou cette aide, elle est censée nous aider plus que nous remplacer, comme les moteurs de recherche, hein, quand ils ont été, annoncés, quand ils ont été, créés et cetera, ça n'a pas remplacé des gens. Heu, mais bien au contraire, ça a aidé beaucoup plus de monde. Et donc l'idée, c'est de dire que oui, il y a eu cette campagne dédiée, mais ça peut être répercuté toute l'année, heu Oui, oui, sur des des années. moments différents. Exactement, Oui, des en fait, années. notre Il y a travail une appropriation du sujet ou de la oui, oui, en fait, c'est comme l'activisme. En fait, on travaille pour Temenos. C'est une boîte suisse mmh qui fabrique les logiciels pour les banques. Ouais. Et qui, oui, c'est un sujet qui peut sembler un peu sec. Mmh. Mais en fait, le narratif qu'on a pour eux, c'est sans cravate, Ouais, tieless, sans ouais, cravate. ouais. Et c'est une métaphore pour un système bancaire plus informel et plus Mmh ouvert, plus dynamique, plus pertinent aux femmes. En fait, c'est une métaphore. Ouais. Et ça fait 4 ans qu'on travaille sur Sin Corbata, Mmh cette campagne. Et en fait, on fait des études. Mmh Le dernier mois, l'année dernière, on a fait une étude au Brésil et au Pérou sur la question de si les femmes se mariaient, Ouais. est-ce qu'elles maintiennent le compte d'elles-mêmes ou Mmh. elles mettent tout dans le compte conjoint? Ouais. C'est quoi la limite de Mmh. l'autonomie financière? Et c'était intéressant. C'est intéressant de voir combien vous avez dépensé sans dire à votre partenaire, par exemple, à votre Mmh. mari. Mmh C'est mh. quoi la limite? Et combien vous accepterez que votre partenaire dépense sans que vous sachiez? En fait, c'est un peu c'est fascinant C'est parce illimité. que ça met la banque dans la société. Ouais. En fait, et évidemment, c'est Tyler, Mmh. c'est une corbata qui lie, qui connecte tout ça. Mmh mh. Parce que le message, c'est que la banque doit adapter à la société. Et c'est particulièrement pertinent en Amérique latine, où le système bancaire était traditionnellement très conservateur, très Mmh. impénétrable, très Ouais. intimidant pour les gens. Mmh mh. Mmh. Et oui, ça nous a donné. À part, je te dis, mes collègues sont, ma cofondatrice probablement c'est pas d'accord avec moi, mais moi j'aime bien les clients secs parce que ça, vous pouvez vraiment vous exprimer. Parce que si vous avez un client déjà rodé avec un produit phare, Mmh. vous aurez moins besoin de cette forme de créativité. Exact. Et qu'est-ce que, si on devait un petit peu résumer les ingrédients, nécessaires pour faire du strategic narrative, ce serait quoi? Moi, j'ai noté l'empathie. Oui, oui, en fait, il y a 4 éléments. C'est codifié, il y a 4 Mmh éléments. mh. Et j'ai le bouquin, j'ai écrit un bouquin. Mmh mh. C'est sur le site web, vous pouvez vous télécharger. On mettra Donc, un les règles, lien. Mmh. oui, les règles sont là. Donc, les quatre règles. Donc, il s'agit, le point de départ doit être l'audience. Mmh mh. Euh, le marque doit avoir une pertinence, en fait. Ça ne peut pas être Ouais. trop éloigné. Il doit avoir une pertinence, Mmh mh. même remote. Ça doit avoir une polémique.
Mhm. En fait, ce n'est pas une platitude, parce qu'il ne faut pas se confondre. Tokyo Humano, ce n'est pas une platitude. Vous pouvez être d'accord ou non. Vous pouvez Mhm. argumenter les deux côtés, Ouais. plusieurs côtés. Et c'est Mhm. ça, le narratif doit solliciter un débat. Bon, un Mhm. débat sur un débat qui n'est pas litigieux, mais un débat. Ouais. Ouais. Et le dernier point, c'est la longévité. Ils doivent durer. Ouais. Parce que ce n'est pas un pitch, c'est une idée. C'est une idée Mhm. qui peut durer des années. Mhm. Et ensuite, j'ai, comme tu dis, le stress test. Ça, c'est le stress test pour moi. Et typiquement, c'est très difficile d'avoir le 4, mais il faut le 4. Et typiquement, le faute principale, c'est que le point de départ n'est pas l'audience. Bien sûr, ouais. Bien Et sûr. donc, quand le point de départ n'est pas l'audience, vous êtes dans le terrain de platitude. Et la platitude Mhm. ne marche pas. En Ouais. fait, ça, il faut payer. Si vous voulez publier une platitude, ils vont te faire payer. Mhm. Donc, il faut éviter. Si tout le monde est d'accord, je me méfie. Très bien. Et est-ce que ça concerne tout type d'entreprise? Est-ce qu'il y a des entreprises avec lesquelles ça ne peut pas marcher? Oui, oui, absolument. Au début, j'avais du mal avec la voiture, par exemple, parce que la voiture, c'est le protagoniste. Je comprends. Mhm. Je comprends. Ensuite, j'ai compris que oui, en fait, si vous allez acheter une voiture tous les 2 ans et la majorité des gens ne sont pas passionnés, évidemment, il faut une pertinence. Mhm. Et je voyais aussi que Chevrolet par Manchester United, par exemple, donc ils ont bien compris qu'il faut aller Mhm. plus loin de mécanique. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des produits, donc cette technique ne marche pas. Par exemple, Mhm. dans la bijouterie, non, le produit, c'est phare. Le produit, c'est le protagoniste. Dans la bijouterie, par exemple. Mhm. Dans la mode, le couturier va donner l'histoire de ses créations. Vous pouvez contextualiser un peu, mais Ouais. vous allez pas, c'est une lutte perdue. Ça ne vaut pas la peine de lutter avec Mhm. Mhm. une histoire alternative. Non. Euh, En fait, si vous avez par exemple un produit vraiment unique qui fait comme l'iPhone au début, Mhm. probablement maintenant, non. Parce que c'est comme je vous dis, c'est un peu le piège Elon Musk. Lui, il n'a pas besoin d'une stratégie narrative parce il est pertinent. Tiens, non, en fait, quand on était il y a 20 ans, Microsoft était comme ça. Mais plus maintenant, Microsoft est plus commodisé, ils ont Ouais. besoin de narrative. Mais il y a des marques, et des personnages et des produits qui sont phares, ils n'ont pas besoin de narrative, donc il faut Mhm. reconnaître. Donc, cette technique, vous allez, non, vous allez inciter la tension avec les clients et ça va nulle part. Donc, Mhm. pour les autres qui ne sont pas Elon Musk, qui ne sont pas, Prada ou qui n'est pas Tiffany, oui, il faut trouver une manière pour générer la pertinence. Après, j'ai remarqué aussi, donc c'est un cycle de vie, hein, les entreprises, quand elles n'ont pas encore assez de crédibilité, elles n'ont pas encore assez de notoriété, etc., le strategic narrative peut beaucoup les aider. Ensuite, ils arrivent à un point culminant. Tu as cité Microsoft ou Elon Musk. Et à un moment, ils deviennent eux-mêmes le strategic narrative. Et Oui, le protagoniste, absolument. exactement. Et sur LinkedIn ou sur Twitter ou ailleurs, on voit plein de vidéos, notamment de, de Bill Gates ou de Elon Musk, qui parlent de certains. J'avais vu la dernière fois Elon Musk qui parlait dans une vidéo du concept de first principles. Ce n'est pas son métier, mais c'est un D'accord. petit peu une méthodologie de comment développer un produit, un concept, ou comment remettre en cause. D'ailleurs, je vous conseille tous de creuser. Ce n'est pas Elon Musk qui l'a inventé, hein, c'est un concept qui existe depuis très longtemps. Je vous conseille tous de vous documenter sur le first principles. C'est extrêmement intéressant. C'est comment déstructurer un concept ou une idée reçue pour la remettre en cause et essayer de faire autre chose de mieux, de repartir de zéro. Oui, oui, oui. En fait, cette idée de cette courbe est intéressante. C'est vrai Mm, que, en fait, il y a plusieurs raisons pour, en fait, un nouveau produit, un nouveau marché, un nouveau secteur, un nouveau pays, une crise. Si vous mm, avez une crise, un narrative, c'est une manière de dévier, de trouver un champ sûr, ouais. non contesté, où vous Mm, pouvez vous exprimer. Yahoo, ils l'ont fait avec
l'ancienne PDG de Yahoo, on parlait beaucoup d'elle jusqu'à la Marissa fin. Mayer. Oui, pour dévier un peu l'attention aussi. Mhm. Donc, Mhm. c'est une stratégie. Donc, il y a plusieurs raisons. Mais c'est vrai que, oui, j'ai jamais pensé, mais c'est vrai il y a un cycle, oui. Mhm. Et il faut reconnaître, donc ça parle, quand vous avez une Mhm. marque ou un personnage qui est vraiment phare, en Ouais, ce moment, ça ne vaut pas la peine de construire une couche supplémentaire. Non. ouais, c'est clair. Très bien. On a un petit peu, je pense, fait le tour de cette question-là. Merci beaucoup, Roger, pour ton temps et d'avoir partagé ce concept avec nous. N'hésitez pas, je vais mettre également ton profil LinkedIn pour ceux qui veulent te contacter Merci. pour suivre cette discussion avec toi. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, Nazim. Merci. Bonne journée. Merci à toi. Bye.